Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur DEN Télévision Diaspora FM. Nous démarrons ce numéro de Matin d'Eden, comme l'accoutumé, par la revue des unes des journaux, paru et parvenu à notre rédaction. Cet exercice sera accompli par vous. Corneille Aïssé, bonjour. Bonjour, tranquillin, mesdames, messieurs, bonjour. Voici l'essentiel de l'actualité, les grands sujets décryptés dans les colonnes des Canards. La une du quotidien du service public pour démarrer cette revue des titres La Nation. Le quotidien La Nation, la une du quotidien La Nation, lancement de la portabilité des numéros de téléphone mobile changés d'opérateur, tout en gardant les numéros. Les abonnés des réseaux de téléphonie mobile au Bénin peuvent bientôt changer d'opérateur GSM tout en conservant leur numéro de téléphone. Le projet de portabilité des numéros mobiles a été lancé ce lundi 17 juillet 2017 à Cotonou par le ministre de l'économie numérique et de la communication Riafiatou Moro. La suite de l'article à lire dans les colonnes du quotidien La Nation. Avec La Nation, on peut également lire retrait d'attestation et diplôme académique, le calvaire récurrent des diplômés, et puis gestion des déchets solides, séparer les piles usées des ordures. Un autre titre aussi à retrouver à la une du quotidien La Nation. Le matinal maintenant, le quotidien Le Matinal, réforme dans la filière véhicules d'occasion, le coup de pouce du chef de l'État véritablement engagé dans la relance du secteur véhicules d'occasion. Le gouvernement du nouveau départ n'a pas lésiné sur les moyens pour la prise des mesures en vue de redonner au secteur ses lettres de noblesse. L'article publié par le Matinal est détaillé en page 11 du quotidien Conseil national des chargeurs du Bénin. Écrit aussi le Matinal, le DG Antoine Dayori suspendu. Et puis mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles, l'ARCEP installe l'organe de gestion. À lire aussi avec le Matinal. Fraternité. Le quotidien Fraternité lutte contre la corruption. Le gouvernement en guerre contre les mafieux. Les canaux de détournement fermés. La publication des audits appréciés. La présidente suisse félicite Patrice Talon. Le dossier est à retrouver en détail dans les colonnes du quotidien Fraternité. Page 2, Fraternité écrit également ce matin. Relance de la filière des véhicules d'occasion. Les faux frais supprimés. Et puis l'actualité concernant CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin, le DG Antoine Dayori suspendu. Eh bien, Fraternité a relevé également l'information. Le Béninois libéré en pâle et surtout précise les raisons et l'arrêté ministériel. Le Béninois libéré, suspension de Dayori de la direction du CNCB. Les raisons et l'arrêté ministériel. C'est à la une du quotidien. Le Béninois libéré. Avec le Béninois libéré, on peut aussi lire réalisation du pont Cocotomé-Womé. Satom plonge les populations dans l'eau. C'est détaillé en page 3 du quotidien Le Béninois libéré. On va retrouver maintenant la boussole de ce mardi 18 juillet 2017. La boussole mentionne à ça une non-fonctionnement de l'aéroport de Tourou, du port sec de Gamon et des logements sociaux qu'a réellement gagné Paracou pendant les 10 ans de changement. L'interrogation à la une du quotidien La Boussole et au quotidien d'ajouter Boniaï de plus en plus rare dans la cité des Kobourou. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien La Boussole. Pour légèreté blâmable dans l'application d'une décision du Conseil des ministres. La rupture remet Dayori à ses parents. Pour parler de la suspension du DG du CNCB. La Boussole écrit également ce matin destitution des maires Alidou Démolé Moko de Kandi à nouveau sur la sellette. Ça lie également avec la Boussole. Le meilleur.
Le meilleur parle aussi de la suspension du directeur général du Conseil national des chargeurs du Bénin pour légèreté blâmable dans la prise des mesures conséquentes. Antoine Dayori déchargé de son poste de DG CNCB. Et puis enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voici les preuves que le ministre Atanaso a effectivement bloqué. La décoration de Alain Kakoutiti par le CAMES à retrouver en détail dans le quotidien, page 3. On va poursuivre avec le meilleur toujours qui écrit également ce matin, supposée annulation du congrès de Sun City Hotel, le député Judas Agoncan dément et clarifie. Ça c'est relatif à la crise ou à la situation au niveau des renaissances, la renaissance du Bénin. First info de ce mardi, relâche suivi d'arrestations injustifiées des Indo-Pakistanais. La défense plaide pour le respect de l'autorité de la chose jugée. Le régime Talon crucifie la justice et bafoue ses décisions. C'est ce qu'a écrit ce matin First Info toujours, Conseil national des chargeurs du Bénin, Antoine Dayori. Viré et puis abandon du chantier de construction du marché central d'Alada. La rupture en mode éléphant blanc. Les populations et maman Yannick attendent. Patrice Talon s'est retrouvé dans la ligne du quotidien First Info. Le Devoir. Le quotidien, le Devoir, toujours pour le compte de cette revue des titres, trafic et vente de véhicules haut gamme, un DG de société d'État floué par le cerveau André Degbedji. Urgence que la justice se saisisse de tout le dossier. Le Devoir mentionne aussi à sa une légèreté dans la gestion des BESC au CNCB. Antoine Dayori suspendu. Alors Soron assure l'intérim. Patrice Talon donne une preuve irréfutable de la bonne gouvernance. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien Le Devoir. La priorité, toujours pour le compte de la revue des titres ce matin, d'Éden, la priorité supposée décision de justice dans la crise à la renaissance du Bénin, pure intoxication. C'est à lire en page 7 du quotidien. La priorité, Conseil national des chargeurs du Bénin, un Romain se sépare de Dayori et puis mise à jour des règlements d'exploitation et de police au port autonome de Cotonou, le fleuron de l'économie béninoise engagé pour la modernité. Ces détails à retrouver dans les lignes du quotidien Fraternité. On va boucler du quotidien La Priorité plutôt. On va boucler maintenant la revue des titres ce mardi par la une du quotidien L'Économiste. L'Économiste affiche sa une blanchiment de capitaux via le commerce international en Afrique, renforcement des capacités techniques à Cotonou et puis reprise des microcrédits aux plus pauvres, de nouvelles réformes pour appuyer les bénéficiaires. C'est en lien en page 4 du quotidien L'Économiste. Merci à vous, collègue Aïssé. On vous retrouve demain pour notre point complet de l'actualité vue par les canards. Il y a exactement un an, des militaires tentent de renverser le pouvoir à l'aide d'avions et de chars, le pouvoir bien entendu turc. Une partie de la population s'y oppose, 250 personnes seront tuées. Le putsch prend fin au petit matin. Et depuis, la répression du président turc Erdogan est permanente. En un an, 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées de la fonction publique ce 14 juillet. 7 000 personnes ont été également radiées. Et puis, un an après ce coup d'État, comprendre le coup d'État en Turquie, c'est à suivre avec James William Baghidi dans les clés du monde dans une cinquantaine de minutes. Mais avant, voici le bulletin de l'information avec vous, Samsoki. Bonjour. Bonjour, tranquille, en Banotin. Depuis ce lundi, les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2017 affrontent les épreuves d'éducation physique et sportive. Elles interviennent quelques jours après la proclamation de cet examen. Une équipe de la rédaction de Diaspora FM de Eden Télévision est allée dans la matinée de ce lundi au CEG de Dabo Mekalavi pour constater le déroulement effectif de cette deuxième phase du baccalauréat. Reportage signé Carole Olaye et Fréjus Serlan. 11 000 candidats admissibles, toutes séries confondues de 10 collèges et lycées, sont sur les aires de sport ce lundi 17 juillet 2017 pour affronter les épreuves
l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat 2017 au Collège d'enseignement général 2 d'Abomey-Calavi. Répartis dans différents groupes, ces futurs étudiants présentent en 1 minute 30 secondes un enchaînement gymnique dynamique et cohérent, lancent une masse de 4 kg à 5,56 mètres pour les filles et 5 kg à 7,50 mètres au moins pour les garçons, et enfin parcourent en vitesse une distance de 80 mètres en 13 secondes pour les filles et de 100 mètres en 14 secondes pour les garçons. Une phase cruciale qui va confirmer l'admission définitive ou non de ces candidats. Maintenant, j'ai bien lancé le poids, donc pour le reste des activités, je compte faire mieux aussi, quoi. Je suis vraiment confiant. Voilà cet élément qui a quelques soucis techniques. On poursuit ce bulletin de l'information. Retour sur la désignation, l'élection manquée du successeur du maire, du successeur de Séverin Adjovi à la tête de la mairie de Ouida. La rencontre des conseillers communaux de Ouida en fin de semaine n'a pas connu l'issue pour laquelle elle a été convoquée, à savoir l'élection du nouveau maire de Ouida. Raison, un désaccord né de l'interprétation des articles 400 et 405 du code électoral. Aristide Setin et Fiacre Voitan pour les détails. Réunis en session extraordinaire le vendredi 14 juillet 2017, en présence du préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, les conseillers de la commune de Ouida n'ont pas pu passer au vote du nouveau locataire de l'hôtel de la cité d'Ekpassé. Objectif, le respect des tests. Le processus devant aboutir à l'élection du maire a ainsi été interrompu pendant 30 minutes. Et pour cause, selon nos sources, l'insistance des 2 potentiels candidats, à savoir Célestine Adjanon et Venance Nigla, apporté à ce titre. Mais ce facteur ne sera pas le seul à regresser le processus pouvant permettre d'élire le nouveau maire de Ouida. On n'est pas dans le cadre d'une installation de conseil communal. Alors les 2 articles doivent être interprétés pour nous permettre d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde le sait et tout le monde a vu. Nous ne devons pas mentir. Il y a des ambitions. Il y a eu des ambitions. Célestine Adjanon a nourri l'ambition d'être candidate à ce poste de maire. Nigla Venance également a eu cette ambition-là. Il s'agissait au niveau du groupe qui a œuvré pour la destitution du maire de faire en sorte que nous puissions avoir un candidat consensuel entre les 2. Malheureusement, à ce jour, on n'est pas forcément parvenu à cela. Bruno Adjovi, premier adjoint au maire et maire par intérim, nous donne la suite de la procédure. Nous sommes appelés à interpréter les tests dans les articles 400 et 405 sur la loi électorale. On n'est pas tombé d'accord. Bref, nous avons demandé à ce que nous puissions retourner à une interprétation des tests. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le procureur de la Cour, le président de la Cour suprême doit être saisi par notre président, les 2 jeunes et moi, pour que nous demandions au président de la Cour suprême de bien vouloir nous interpréter les articles cités ci-dessus. Les regards de la population et des conseillers de la ville de Ouida sont tournés vers la Cour suprême qui va trancher sur ce dossier selon l'exigence des tests. Remise au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du rapport relatif à la relecture du statut de la magistrature. Auteur de ce rapport, une commission dirigée par le professeur Noël Baguidi. Il s'agit d'un document de 146 articles dans lequel l'équipe du professeur Baguidi a voulu agir sur 3 aspects, dont l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats en fonction et l'accroissement de leurs responsabilités. Le ministre Djokbenou dira quant à lui que les statuts de tous les corps de la justice seront relus. On les écoute. En ce qui concerne les résultats, nous avons lu
tout le statut actuellement en vigueur, nous avions maintenu certains articles. Nous avions modifié d'autres, soit fondamentalement ou par reformulation. Nous avons supprimé certains articles. Nous avons complété d'autres et nous avons créé de nouveaux articles. Donc, de façon globale, nos travaux se sont placés sous la philosophie qui est la nôtre, que nous avons tous arrêtée, et qui est de savoir, nous voulons pour notre pays, le Bénin, une justice crédible. Et une justice crédible suppose une justice impartiale, indépendante, mais également performante. Et pour obtenir ce résultat-là, il nous faut toucher certains points. Nous sommes allés dans 3 grandes directions. La première direction, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail du magistrat en fonction. La deuxième direction, c'est d'améliorer les conditions de vie et de travail du magistrat à la retraite. Travail, ils peuvent se prendre maintenant parce qu'il y a certains magistrats qui ont l'honorariat et qui continuent d'être rattachés aux juridictions. Sinon, pour ceux qui ne le sont pas, ce sont les conditions de vie qui ont été améliorées. Ce sont nos propositions. Et puis, la troisième grande direction, si d'un côté, pour la crédibilité de la magistrature, nous allons mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie du travail, il faut également, pour plus d'équilibre, pour atteindre cet objectif, il faut accroître la responsabilité du magistrat. Ce qui signifie la modification dans une certaine mesure du régime disciplinaire, l'accroissement des pouvoirs des chefs de juridiction, le contrôle des performances de chaque magistrat et des sanctions, certaines sanctions qui peuvent entraîner des déchéances de fonctions à temps. Voilà, monsieur le garde des Sceaux, les 146 articles que comporte l'avant-projet ou l'avant-projet que nous allons vous remettre. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas dire qu'avec la remise du rapport sur la relecture du statut de la magistrature, que nous concluons, nous ne faisons qu'introduire. Parce que aussi, les statuts des autres corps au sein de la justice seront relevés. Et nous allons bientôt mettre en place la commission sur le statut des huissiers de justice et des officiers de justice. C'est l'ensemble de notre justice qui intéresse ces réformes-là et qui sont au cœur de l'action du gouvernement. Et de ce point de vue, nous allons veiller à ce que ce chronogramme soit respecté. C'est sur ces mots, et encore une fois en vous réitérant toutes nos gratitudes, tous nos remerciements, que je voudrais vous dire toute la satisfaction du gouvernement. La ministre de la Communication et de l'économie numérique, Rafiatou Mourou, a procédé en début de semaine au lancement officiel du projet de portabilité des numéros mobiles en République du Bénin, une initiative de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Le projet portabilité des numéros mobiles lancé en présence des acteurs de la téléphonie mobile et des associations des consommateurs est défini par les initiatives comme la possibilité pour un abonné de conserver son numéro en cas de changement d'opérateur de téléphone mobile. Selon donc Kovi Gedegbe, secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin, le projet PNM qui va durer 12 mois vise la stimulation de l'innovation, la réduction des prix de services, l'accroissement de la demande des services, l'amélioration de la qualité des réseaux et des services offerts à la facilitation de l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.
C'est parti pour les travaux de protection des côtes béninoises à l'est de Cotonou. Les personnes qui en ont la charge ont désormais pour les achever 20 mois. 20 mois au cours desquels il sera question de construction, de revêtement, de protection et d'épis, de reprofilage de vêtements et enfin donc de lutter contre l'érosion côtière. Reportage. Les travaux de la phase 2 du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou sont lancés ce vendredi 14 juillet 2017 à Akpakpa sur la plage PLM à Lédio. Un événement qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG de Patrice Talon. Ce projet, qui vise à lutter contre l'érosion côtière et les effets néfastes du changement climatique, permettra aux populations de sauvegarder leur patrimoine. Le porte-parole des riverains loue l'initiative. La mer n'arrête pas d'avancer, elle continue toujours d'avancer. Et ce sont les populations qui sont responsabilisées dans ce manquement de suivi des populations. Nous n'avons que 125 km de côte au Bénin. 125 km seulement. Mais il est important que toute la côte soit protégée. Nous félicitons le gouvernement pour sa perspicacité, d'avoir compris cela et d'avoir élargi le programme d'action du gouvernement à la continuation et à la restauration du projet sur toute l'étendue de nos côtes au Bénin. Le directeur général de l'environnement et du climat, professeur Martin Pépin Aïna, présente ici le contenu des travaux à exécuter. La construction de revêtements de protection de 907 mètres linéaires dans la zone délimitée par la lagune de Cotonou et l'épi de Siafato existant. Le reprofilage sur une longueur de 85 mètres du revêtement à l'épi 6 et son allongement de 70 mètres, portant la longueur totale de l'ouvrage à 270 mètres. La construction d'un épi intermédiaire de 160 mètres linéaires entre l'épi de Siafato et le revêtement numéro 1. La construction d'un épi intermédiaire de 235 mètres linéaires entre l'épi 1 et l'épi 2. La construction d'un épi intermédiaire de 235 mètres linéaires entre l'épi 6 et l'épi 7. Pour le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, la lutte contre l'érosion côtière sur les 125 km des côtes béninoises est un défi à relever, ceci grâce à la libération des sites par les populations. Les travaux envisagés à l'est de Cotonou, précisément entre le chenal de Cotonou et les bassins d'assainissement situés à Ekpé, dans la commune de Semekodji, vise d'une part à sauver les acquis de la première phase, mais aussi à protéger de nouveaux segments concernés par l'érosion. Des populations sont appelées à libérer des sites. Certaines doivent céder provisoirement leurs propriétés et d'autres les quitteront définitivement. Quant à celles qui occupent les domaines publics situés dans l'emprise des travaux, je les invite à libérer les sites afin que les travaux se déroulent dans de très bonnes conditions et sans à-coups. Ces travaux sont prévus pour être réalisés dans un délai d'exécution de 20 mois et vont créer plus de 1500 emplois. Retour sur la distinction de Rufin Zomaou, ancien ambassadeur plénipotentiaire près du Bénin, près du Japon. Et ce 12 juillet 2017, le récipiendaire a organisé à cet effet une conférence de presse conjointe à Cotonou avec l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Reportage Fréjus Serlan. Ce 7 juillet 2017, le ministère des Affaires étrangères japonais a témoigné à Tokyo sa reconnaissance à plus de 100 personnalités résidant ou non au Japon et ayant fait des réalisations exceptionnelles à l'échelle internationale afin de contribuer à la promotion de l'amitié entre le Japon, d'autres pays et régions. En ce qui concerne Rufin Zomaou,
Ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin au Japon et patron de la Fondation IFE au Bénin, il a été distingué pour ses loyaux services en faveur de la coopération bénino-japonaise. Si le Japon donc m'a identifié, c'est tout simplement parce que le Japon est aujourd'hui conscient que votre frère, votre papa, votre ami que je suis, a joué un rôle de premier rang dans le renforcement des relations d'amitié entre le Japon et le monde à partir du Bénin. Ça veut dire quoi? Je donne quelques exemples. Nous avons le Bénin qui, grâce au général Kérékou, avait, pendant la guerre froide, jeté les jalons d'une coopération vraiment agissante entre le Bénin et la Corée du Nord. Moi, en tant que témoin, eh bien, c'est des occasions que j'avais saisi pour pouvoir demander à l'ancien président du Bénin, à la personne du Dr Eboni, à jouer un rôle de modérateur dans la crise qui oppose le Japon à la Corée du Nord, notamment dans les otages japonais détenus par les Coréens du Nord. Nous avons joué un rôle important, par exemple, dans la désignation de Tokyo comme pays devant abriter les Jeux Olympiques de 2020. Le Japon s'est rendu compte que dans toute l'Afrique, nous avons été le premier pays à construire une école de langue japonaise. C'est important. Où on dispose des cours de japonais gratuitement. Depuis bientôt, combien d'années? Depuis bientôt 14 ans. Gratuitement. Et cela à nos propres frais. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas l'État japonais ou l'État du Bénin qui nous finance, eh bien, c'est notre propre argent, grâce donc aux dividendes obtenus de nos ouvrages que nous avons écrits, que j'ai écrit au Japon, et qui a été déclaré best-seller, et qui nous a permis donc de faire beaucoup de réalisations dans ce pays, le Bénin. Des faits que ne nie pas l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Bénin, Kiyofumi Konishi. Monsieur Zimmermann, lorsqu'on reçoit un prix, c'est la consécration de tout le travail qui a été fait. C'est aussi l'occasion d'être reconnu par ses compatriotes, ses amis, etc. à travers son travail. Je me réjouis de votre brillante distinction qui honore toute l'action humaine, généreuse et efficace que vous avez menée pendant toute une vie et qui se poursuit pour le bonheur de nos deux pays. Je suis heureuse de voir ainsi reconnu par mon pays votre professionnalisme et votre dévouement au travail. Cette distinction de Rufin Zomaou vient démontrer que le Bénin dispose d'un océan de compétences exceptionnelles liées aux activités diplomatiques. Un commentaire de Fréjus Cérolan. Ce sera tout pour le point de l'actualité pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden. Merci à vous, Samson Oké, de nous l'avoir présenté. Merci à vous également. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Matin d'Éden se poursuit. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous avez raté deux principales rubriques, notamment le point de l'actualité vu par les canards présenté par Corneille Aïssi. À l'instant même, le bulletin de l'information avec Samson Oké à suivre dans moins d'une minute. L'instant débat a fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM le thème du jour, gouvernance du secteur privé. Que retenir aujourd'hui? Invité Casimir Pidjo, il est spécialiste des questions économiques et directeur de publication du quotidien Nouvelle Économie. Mais avant, voici la rubrique de Aristide Setti. On vous aime, cette tribune subjective et libre que nous accordons aux conducteurs de taxi et motos sur l'ensemble du territoire national. Comme annoncé en début de semaine, toute cette semaine, on sera donc à Ouida. À Ouida, on va s'intéresser à la vie des conducteurs de taxi moto de Ouida. Et Marcelin Langafin, il est un conducteur de taxi moto. Il exerce ce métier depuis 1999 à Ouida et s'intéresse aux conséquences et aux dégâts causés par l'opération de déguerpissement, de libération des espaces publics à Ouida. Maintenant, il y a là, il y en a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. On m'appelle Langafin Marcelin.
J'ai commencé ce métier depuis l'année 99. Le déguerpissement que l'État a fait ne sont pas du tout logiques. Il est bel et bien qu'en réalité, au commencement, nous savons que le déguerpissement qu'ils sont en train de faire là, que c'est bon. Après tout, ça n'a plus amélioré quoi. Bon, ça a amené encore la pauvreté. Parce que la raison pour laquelle, à savoir, les gens qui sont à Ouida ici, Ouida où nous sommes là, les gens qui sont, il y a quelques-uns qui sont morts, qui sont décédés. Il y a quelques-uns qui sont encore dans le chômage, qui sont rentrés encore en chômage. Il y a quelques-uns qui n'ont plus là où ils vont rester maintenant. Parce qu'ils n'ont pas, leur métier n'ont pas derrière. Ils n'ont pas de surface. Donc maintenant, ça a prouvé qu'ils sont restés dans un état lamentable. Et ils se sont partis comme ça. Donc la manière dont l'État a fait le truc là ne sont pas du tout logiques. Ne sont pas bons. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM chaque jour. Un expert, un consultant vient décrypter l'actualité nationale dans ce programme que nos deux médias vous offrent tous les jours. Le thème du jour, gouvernance du secteur privé, que retenir aujourd'hui? Voilà. Peggy Dovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Valentin, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Vous le savez, hein, aujourd'hui, la page économique a quand même droit de citer tous les mardis sur l'émission Faire croiser dans Matin d'Eden, tous les matins de 9h à 11h aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Casimir Pédior, il est le directeur de publication du journal Nouvelle Économie. Bonjour. Bonjour Peggy Dovic Dagba. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons essayer quand même de sculpter un peu les relations gouvernement, secteur privé. Évidemment, le gouvernement aujourd'hui, sur le plan économique, ne peut pas évoluer sans forcément s'associer ou associer le secteur privé pour, par exemple, la réalisation du le programme d'action du gouvernement, mais également relever beaucoup de défis sur le plan économique. Alors aujourd'hui, Casimir Pédior, quelle est la situation entre le secteur privé et le gouvernement? Alors, il faut déjà dire que à l'oreille donc de cette mandature, je veux parler d'avril 2016, tout le peuple béninois a rêvé pensant aujourd'hui qu'un opérateur économique à la tête donc, de l'État, de surcroît un opérateur économique qui, sur papier, je continue pas le dire, est le premier en termes donc, de richesse, en termes de fortune,
L'invité, donc, comme dirigeant, c'est forcément voir le secteur privé mieux impliqué dans la gestion de l'État. Et donc, beaucoup d'observateurs également avaient donné en son temps des options de développement, surtout dans un partenariat, si vous permettez, public-privé gagnant-gagnant. Alors, depuis avril, à quoi avons-nous assisté? Effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même une ouverture sur le secteur privé. Déjà, le gouvernement défunt, je veux parler du gouvernement de Boni Yayi, avait déjà donné les directives. Avec Patrice Talon, on a beaucoup plus assisté à la présence du privé, parce que qu'on le veuille ou non, que ce soit des amis, des copains, c'est quand même des Béninois, c'est des opérateurs économiques. Et donc, on a assisté à un certain nombre de choses. Il y a même des vocabulaires qui ont été donc pensés. Vous entendez affermage par ici, vous entendez leasing par là, vous entendez concession par ici, gestion déléguée par là. Tout ça concourt donc à la présence du secteur privé au sein donc des affaires publiques. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement Talon montre, on va dire, beaucoup plus d'intérêt à collaborer avec le privé que le gouvernement défunt, si on osait une comparaison? Bien sûr, à travers déjà ce que nous avons vu sur place, on peut dire que donc le gouvernement donc actuel a pris l'option de travailler. D'ailleurs, le PAG à 60% devrait normalement être géré, bon, enfin, à 60%, le gouvernement invite donc le privé à s'ingérer donc dans les affaires publiques pour pouvoir mieux rentabiliser, surtout avec des sociétés qui ont des difficultés en termes de gouvernance, en termes de gestion du public. Quand je prends le cas, par exemple, de la Société béninoise d'énergie électrique, il fallait à un moment donné inviter le privé pour que le privé puisse donc voir qu'est-ce qu'on peut faire pour davantage maximiser donc les profits, pour rendre service, pour que nous quittions donc cette société qui était une vache à lait, qui était donc source de beaucoup de polémiques. Il fallait donc inviter le privé. Alors, on a assisté donc à cette forme de gestion-là où, bon, forcément, on peut dire que le privé a véritablement pris donc sa responsabilité. Maintenant, de quel privé il s'agit? Là, c'est un autre débat. Parce que il y a la nature du privé ici qui compte beaucoup. Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est les copains? Est-ce que c'est des partenaires avec qui? Parce qu'il ne faut pas oublier, Patrice Talon, c'est un opérateur économique et il travaille pas seul. Il travaille donc dans un conglomérat d'opérateurs économiques, que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Avant de parler de la nature des privés, ce thème générique privé, tel travail dans le secteur privé, qu'est-ce qu'on doit-on comprendre en français simple pour ceux qui nous suivent? Parce que le monsieur, le commerçant, ne travaille pas dans l'administration, il est dans le privé. Oui. Et qui sont ceux-là qu'on désigne comme étant réglementairement dans le secteur privé reconnu par l'État central? Alors, c'est des individus qui ont donc leur société. Et donc, la société, donc des personnes physiques, donc appartenant donc à des Béninois ou bien à des expatriés qui vivent au Bénin, mais qui ont déclaré leur société, qui ont un chiffre d'affaires, qui paient l'impôt régulièrement et qui également ont des employés. Et donc, par exemple, allons droit au but, je prends l'exemple d'un ministère, comme le ministère donc, de la Culture. Lorsque le ministère de la Culture, par exemple, veut avoir du matériel, peut donc appeler, peut demander donc à ces sociétés de lui fournir donc ce matériel, quitte à ce que on engage donc la procédure au niveau de l'administration. Et quand nous prenons donc au niveau des mairies, il y a forcément des fournitures, donc il y a du matériel à pouvoir... Et quand ça se passe comme ça, l'État demande donc à ces privés-là, au lieu que l'État même saute l'argent, l'État demande donc à ces privés. Alors, dans une dimension beaucoup plus large, avec ce à quoi nous assistons, c'est que
le gouvernement travaille, par exemple, là, au niveau de l'aéroport, il y a de nouveaux qui sont venus donc dans le système pour mieux sécuriser, par exemple, la chaîne donc, de transport au niveau de l'aéroport. Et donc, il y avait un privé qui a fait certainement ses preuves, mais certainement qui a eu des difficultés. Et donc, on a voulu améliorer en faisant venir, par exemple, un autre groupe qui, aujourd'hui, est en train de faire ses preuves au niveau de l'aéroport. En son temps, ça a suscité ce que ça a suscité. C'est normal. Tout un charivari, mais bon. Bon, c'est normal. Vous savez, pour toute réforme ou bien pour toute action, il y a toujours donc des personnes qui se sentent lésées. Et lorsque la personne est un peu lésée, ou du moins a vu ses intérêts donc partis, il est de droit qu'il donc réagissent. Donc, j'estime que c'est une réaction normale. Maintenant, est-ce que nous avons les instruments efficaces au Bénin pour pouvoir apprécier si tel a raison ou si tel n'a pas raison? Ça, c'est un autre débat. Nous ne sommes pas encore sur ce terrain-là parce qu'il y a forcément des choses qui n'ont pas été bien faites, qui peut-être gêne un peu parce que, bon, on a dû porter entorse donc à des procédures ou bien à la législation en la matière. Ça, c'est des débats donc de bonne gouvernance que forcément on pourra apprécier. Il est trop tôt aujourd'hui d'apprécier cela parce que nous sommes dans le feu de l'action. Donc, c'est pas possible de pouvoir dire aujourd'hui, écoutez, voilà ce que nous avons pu noter. Donc, il n'y a que des études puissent donc relever ces insuffisances au fil des jours. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que le privé est en train de poser sa valise. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, pour le leasing, c'est-à-dire l'attribution donc des véhicules de fonction au niveau donc de l'administration publique, il y a des concessionnaires qui ont l'État a choisi carrément aller dans la location que dans l'achat. Que dans l'achat. Et maintenant, est-ce que tout ça là, après 5 ans, on pourra faire le point et voir si c'est beaucoup plus prolifique que l'ancien système? Je crois que c'est un peu trop tôt de pouvoir donc quantifier tout ça. Et pour l'heure, c'est de constater quand même qu'il y a une certaine réforme, il y a une certaine présence donc du privé. Quelque part de l'autre côté donc de la Pendjari aujourd'hui, le parc est géré désormais par un privé. Et donc on ne saurait faire encore le bilan parce que ça vient de commencer. Et donc effectivement on a le privé. Maintenant, est-ce que ça suffit? Alors ma question, puisque pendant longtemps, sur ce même plateau, sous l'ancien régime, on a appelé vraiment à l'association, à cette association du secteur privé, à la gestion de biens de secteur. Ça a recommencé sous ce régime. Vous avez cité par exemple le secteur du transport qui aujourd'hui, franchement, on va le dire, Bénin Taxi qui a démarré. On parle également de Bénin Airlines d'ici décembre. Vous avez parlé également du parc Pendjari. Mais est-ce que tout se fait selon les règles de l'art? Suivez mon regard. Est-ce que, bien évidemment, c'est suivant ce que veut la loi, puisque nous avons eu quand même la loi partenariat public-privé, et qui malheureusement aujourd'hui est en l'air, parce que ça a été cassé par la Cour constitutionnelle, elle n'est pas encore remise en forme par l'Assemblée nationale, mais tout ceci s'est clos de cette façon-là. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur la question? Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un comme Patrice Talon, opérateur économique, à la tête de l'État, ne vous attendez pas forcément au respect strict des principes donc de commerce. Parce que par définition, les affaires marchent lorsque l'opérateur économique a ses intérêts en face et fonce droit dans ses intérêts. Et parfois, il est prêt à faire entorse donc à la législation en vigueur. Et donc, il revient à l'organe, sinon aux organes donc de contrôle et de contre-pouvoir, de pouvoir dire non, attention monsieur, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et donc je dis, dans l'attribution aujourd'hui, donc dans l'invitation, j'allais dire, du privé. Avant de poursuivre, pourquoi vous, les spécialistes des questions économiques et les Béninois, la plupart du temps, n'arrivent pas à comprendre le chef de l'État quand il dit qu'il a laissé tomber les affaires et qu'il a cédé ses actions à ses proches, à sa famille, qu'aujourd'hui il exerce la fonction présidentielle en tant qu'élu, en tant que personne désignée pour gérer les affaires, mais pour gérer les affaires d'État, qu'il n'y a plus d'interférence à faire entre ses business personnels et les affaires courantes de l'État. Et toujours, on n'arrive pas à lui enlever cet aspect d'opérateur économique et tout ça. Pourquoi? Parce que l'homme d'affaires par essence, c'est celui-là qui court après ses intérêts. Il dit qu'il n'est plus homme d'affaires.
il n'est plus homme d'affaires, mais il l'a été. Et il a ces gars qui sont toujours là. Son PCA, c'est un ami très proche de lui. À la limite, c'est un ami biologique, si j'ose parler ainsi. Ses enfants sont dans les affaires. Et Patrice Talon ne peut pas voir son enfant en train de couler et le laisser couler comme ça. Sans réagir. Sans réagir. Patrice Talon ne peut pas voir, par exemple, ces sociétés que lui-même, il a créées à la sueur donc, de son front, et voir ces sociétés-là en train donc d'aller à la faillite et dit j'ai fait un engagement et je respecte. Non, il peut donner des instructions, il peut agir. Et même sa présence, même s'il ne fait rien, rien que sa présence ne peut jamais permettre, par exemple, à quelqu'un, à un concurrent direct de ces entreprises, d'avoir le toupet, de foncer droit et de gagner des marchés. Juste parce qu'on a appelé son nom pour dire c'est lui, par exemple, ça peut être des opportunités d'affaires pour son PCA. Et là, ce n'est plus lui-même, c'est plutôt son nom. Bien sûr. Et son aura. Alors, son aura. Quand vous regardez un peu autour de lui, Romain, le ministre donc, du Transport, vous savez, ce ministère aujourd'hui, je ne dirais pas le poumon, mais c'est la vie du Bénin que ce seul ministre a en main. Il a la terre, il a la mer et il a les airs en sa possession. Et donc, à lui seul, il peut basculer d'un camp comme il peut basculer de l'autre. Et quand on sait le passé de ce ministre-là, enfin, quand il n'était pas ministre, c'est quelqu'un qui a travaillé. Donc, un proche collaborateur du chef de l'État. Du chef de l'État. Maintenant, va-t-il desservir celui avec qui il est au pouvoir? Non, c'est pas évident. Donc, enlevons-nous de la tête Non, mais on sait que le ministre Romain aujourd'hui a une parcelle de pouvoir d'État. Donc, on ne peut quand même pas dire qu'il va desservir tel intérêt ou tel autre intérêt. Le plus grand intérêt asservi par lui, c'est quand même l'État. C'est quand même les Béninois. Nous n'avons pas encore cette culture chez nous, sous les tropiques. Je veux parler de l'Afrique de façon générale, mais au Bénin particulièrement, nous n'avons pas encore cette culture où, lorsque vous, Peggy Ludovic Dagba, vous me nommez chef desk, et que du moment où j'ai pris donc fonction, j'oublie donc la relation qui avait existé entre vous et moi, et je travaille désormais pour l'intérêt de nos téléspectateurs ou de nos auditeurs. Nous n'avons pas encore cette culture-là. Nous avons plutôt une culture toujours tournée vers le culte de la personnalité. Et donc, vous estimez que tous les gouvernements qui se sont suicidés à la tête jusqu'à aujourd'hui, dites-moi un seul, de leur temps à se servir au détriment donnez-moi un seul ministre depuis Yahi qui n'a pas servi Boni Yahi. Et vous en verrez aussi sous Talon. Bien avant les deux, sous Kérékou et sous Soglo, ça a été toujours comme ça. Vous êtes toujours redevable à quelqu'un qui vous a servi. Mais ici, c'est quand même ici qu'on a entendu, hein, vous m'avez nommé, je ne vous reconnais plus. Ben, écoutez, ça c'est des propos diplomatiques devant la presse. On a entendu de célèbres personnalités lui dire, nommé à la Cour constitutionnelle. Je ne veux pas citer de nom, mais... Vous savez, la Cour constitutionnelle au Bénin, c'est l'endroit par excellence où se mènent des affaires. Ah oui. La Cour constitutionnelle, c'est l'endroit par excellence. Vous faites une déclaration très grave. Je vous dis, vous n'y êtes pas, vous n'y siégez pas. Bien sûr, bien sûr. Non, vous n'y siégez pas. Je vous dis, ce qui se fait au-delà donc du volet politique, mais c'est des hommes qui sont là-bas. Ils ont un budget. Vous n'avez aucune preuve. Ils ont un budget qui est géré par l'État central. C'est un budget de fonctionnement. De fonctionnement. Et donc, lorsqu'ils ne vont pas vouloir respecter ce que le gouvernement aurait voulu, par exemple, on peut leur mettre la pression dessus. Les institutions... Je ne suis pas d'accord avec vous. On a vu la cour de M. Dans ce pays, Olo, que je respecte. Dans ce pays, nous avons vu une autorité. Cette cour constitutionnelle a cassé plusieurs lois, a rappelé à l'ordre, les ministres du gouvernement a rappelé à l'ordre plusieurs fois, le chef de l'État, même sous le président Boni Yahi, la Cour l'a fait, de Conseil Wonsou, en passant par, en tout cas, les autres, mais ça a été toujours le cas. Mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de dire qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, on fait des affaires? On va s'intéresser maintenant au sujet. Nous étions tous dans ce pays. Au sujet qui le secteur privé. Revenons au débat. Vous parliez donc du privé. C'est bien cela. Voilà. Maintenant, dites-nous, on sait qu'au Bénin, le privé est représenté par deux institutions. Nous avons le patronat. Nous avons la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Bon, dans la plus large acception du mot, parce qu'officiellement, c'est le patronat. Quelle relation le gouvernement, l'État central, nous aujourd'hui, avec ces deux institutions? Parce que depuis, on n'a pas encore assisté à une table ronde ou à une audience tête à tête entre ces différentes institutions et l'État central. Et vous aurez pu comprendre aujourd'hui que c'est juste
des machins qu'on a mis là pour garantir aux partenaires techniques et financiers que nous sommes en train de travailler. Pourquoi parlez-vous de machins? C'est quand même des organes structurés. Vous n'avez pas appelé le patronat depuis un an et demi, dites-moi quelles sont les relations entre Sébastien Germain Adiavon, président du patronat, et Patrice Talon. Ici nous parlons institution. Nous sommes en train, c'est de ça que je parle. Nous parlons patronat, on n'a pas parlé le patronat, je parle du patronat. Quelles sont les relations? Avez-vous vu les responsables du patronat en audience chez le chef de l'État? Avez-vous vu un seul membre du patronat dans l'une des voyages, dans l'un des voyages du chef de l'État à l'extérieur? Avez-vous vu Jean-Baptiste Sativi aller avec le chef de l'État quelque part dans le monde pour aller représenter donc ce patronat? Je pose les questions. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de relation? Je continue. Dire qu'il n'y a pas d'association? La dernière fois, le ministre... On n'a pas forcément besoin de voir la télé. Le ministre... Excusez-moi, je finis ma question. On n'a pas besoin forcément de voir la télé, la radio, dit ces genres de choses. Une simple correspondance pourrait permettre de faire beaucoup de choses. Ah non, ce n'est pas une simple correspondance. La dernière fois, je continue, le ministre donc, du Commerce est allé au Nigeria. Avez-vous vu les responsables donc, du patronat dans la délégation? Avez-vous vu Jean-Baptiste Sativi et les siens dans cette délégation? Ça pose un problème. Dans un pays sérieux, ça pose un problème. Véritablement. Ça pose quel problème? Ça pose le problème de la sincérité de nos institutions. Lorsque vous n'êtes pas avec moi, c'est que je ne vous associe pas aux décisions. Et ça, véritablement, c'est pas bien. Et je peux continuer pour venir dans le privé véritablement. Vous savez, il y a un collège donc d'opérateurs économiques qui ne peuvent pas ne pas être partenaires de l'État. Je peux citer à tout hasard, je les ai cités les deux déjà, mais je peux continuer avec Aoré, le richissime homme d'affaires, bénino-gabonais si vous permettez, qui aujourd'hui a quand même manifesté ses belles intentions de développer le pays. Et ils sont en train donc de citer donc l'épine dorsale depuis, je dirais, pratiquement 10 ans, parce qu'il y a eu en affaire donc un slogan, celui qui est là dans son PAG, je ne sais pas s'il a inscrit, oui, il a inscrit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour que ces opérateurs économiques véritablement puissent donner leur onction à ce PAG? Je ne sais pas. Aoré, il a fini certainement de construire son port sec à Parakou. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas démarré. Les négociations sont de bonne voie, je peux vous l'affirmer. Nous venons de finir 2 ans. Nous venons de finir 2 ans. Il y a reçu plusieurs fois en audience par le chef de l'État. Ce n'est pas des audiences nous parlons. Nous parlons de l'effectivité du démarrage donc des opérations pour désengorger Cotonou. Vous voyez, quand vous quittez par exemple Cotonou pour aller à Kassato, pour aller à Glodjibé, vous avez de la peine parce qu'il y a des camions qui jonchent les rues. Alors que les rails auraient pu commencer, alors qu'on aurait pu donc installer le port sec de Parakou, qu'on n'assisterait peut-être pas à ça. Et Parakou attend l'ascenseur pour décoller véritablement. Parce qu'il y a un port sec qui est installé là-bas, il y a un aéroport qui est installé là-bas. Et donc, les habitants de Parakou attendent que les marchandises quittent donc le port autonome de Cotonou pour venir là-bas. Les musiciens attendent que l'avion décolle de Cotonou enfin pour atterrir peut-être quelque part à Parakou, pour qu'eux aussi, ils commencent à voir les airs. Donc, il y a plein de trucs aujourd'hui. On peut se mettre ici à citer des trucs qui ne vont pas du tout dans ce partenariat public-privé. Et on a encore l'impression que c'est des copains, des coquins qui se sont réunis et qui se partagent le gâteau. Permettez que je le dise. C'est des Béninois, c'est des Béninois. Pourquoi cela c'est des Béninois. Ceux qui mais le jeu n'est pas fait dans la transparence. Aujourd'hui, c'est des Béninois. Le jeu n'est pas fait dans la transparence. Sur quel élément vous basez pour dire que le jeu n'est pas fait dans la transparence? Avez-vous, depuis 2016, avez-vous vu un seul avis d'appel lancé pour, par exemple, recruter quelqu'un qui va fournir de l'énergie? Non. On a appelé des gens, on dit, je vous donne ça et vous le faites. Avez-vous vu un seul avis d'appel d'offres? Il a dit, le chef de l'État, candidat, il a dit que sa gouvernance sera sur la transparence, qu'il va lancer des avis, même pour les fonctions, des postes de responsabilité politique qu'il va lancer. Mais depuis, avez-vous vu un seul?
Et c'est là, moi, je commence par m'interroger sur véritablement ce qu'on appelle l'inclusion, ou du moins l'invitation du secteur privé dans véritablement le péage. Casimir Pédior, ma question, franchement, sur ce côté-là, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez trop vite en besogne? Est-ce que vous ne demandez pas tout au gouvernement et tout de suite? Parce que on a quand même assisté à l'éclosion un peu du secteur du transport avec les nouveaux projets dont nous parlons, mais également sur d'autres plans, le gouvernement est en train de faire quand même quelque chose. Est-ce que ce que vous appelez de tous vos voeux, que vous appelez appel à candidature, il faut quand même établir des critères, il faut tout un arsenal pour pouvoir réussir efficacement ce projet? Est-ce qu'on n'est pas en phase d'élaboration avant de lancer tout ça? Finalement, ce que nous appelons là, est-ce que nous ne voulons pas tout et tout de suite? Bien sûr, parce que nous avons déjà 2 ans de passé dans ce gouvernement. Nous n'avons environ 2 ans. Oui, moi je comptabilise parce que l'année budgétaire... C'est le 6 avril prochain que ça fera 2 ans. Non, l'année budgétaire pour moi a commencé le 1er janvier et finira certainement le 31. Donc pour moi, Patrice Talon a déjà ces 2 ans de gouvernance. Et donc, il ne lui reste que 3 ans. Dans ces 3 ans-là, il aura, sur 2 années, il aura une élection majeure, l'élection législative. Donc, durant 6 mois, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année 2018 et les 3 premiers mois de l'année 2019, Patrice Talon ne verra pas le temps passer. Parce que les jeux politiques, son positionnement lui-même, s'il a des intentions, s'il a donc à se faire une santé au niveau de l'Assemblée, il ne verra donc pas le temps passer. Et donc, au finish, il lui reste pratiquement l'année 2020. On en est loin, puisque vous avez parlé de fin 2018. On est encore en 2017. Son budget, et beaucoup de choses restent déjà encore possibles. Son budget 2018, il a ramené à 1300 milliards. C'est que déjà lui-même, il avoue son échec à vouloir tenir le pari. Le premier budget, au lieu de voir juste une certaine façon de revoir les choses. Le premier budget, il a envoyé jusqu'à 2010 milliards. Collectif budgétaire bientôt. Ambitieux, vous l'avez dit en son temps. C'était ambitieux, mais c'était de l'utopie. Parce qu'il n'y a rien au Bénin, il n'y a aucun indicateur de performance qui nous dit on n'a pas le pétrole, on n'a rien. Et donc, on ne peut pas passer de 1100 à 2010. Ce n'est pas possible. Dans aucune économie, ça ne se fait. Quand on est ambitieux, on a des projets. Quand on est ambitieux, on tient compte des réalités. L'ambition ne doit pas être démesurée. Ce n'est pas parce qu'on est opérateur économique et que soi-même, on a fixé des objectifs de cette nature que gérer un pays, on peut quitter donc 2010 sans que vous... Encore que la situation à l'époque était défavorable pour le Bénin. On avait le Nigeria qui nous mettait une pression financière dessus. On avait l'international dont le pétrole ne marchait plus. Et donc le Bénin ne peut pas passer du simple au double sans pouvoir définir donc un certain nombre de choses. Il était confiant. Alors aujourd'hui, je faisais la démonstration. Il était confiant en ces réformes. Et il pensait quand même que ces réformes-là pourront permettre... On ne pense pas dans un pays, on ne pense pas. De mobiliser ses ressources. Dans un pays, on ne pense pas. En fait, dans un pays, on tient compte des cadres et on tient compte des facteurs. Quand le chef vient à la télé, quand le chef vient devant la scène publique, il tient un discours et ça doit se vérifier sur le terrain. On ne se lève pas de son sommeil. Il y a des imprévus, même vous qui êtes spécialiste des questions économiques. Quand on fait un budget, il n'y a pas encore d'imprévus. Il y a des imprévus, il y a des situations... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore d'imprévus qui nous est tombé dessus. On n'a aucune situation du genre Est-ce que vous gérez les affaires d'État pour comprendre qu'il n'y a pas d'imprévu, qu'il n'y a pas de situation... Personne n'est venu ici nous dire, par exemple, que la saison pluvieuse a été catastrophique et par conséquent le coton n'a pas donné. Au contraire, le coton a donné. À l'Assemblée nationale, le ministre a expliqué pourquoi le budget de l'année prochaine a été revu à la baisse. Vous l'avez suivi. C'est son argument. Mais ça ne convainc pas parce que... En quoi son argument ne convainc pas? Son argument ne convainc pas parce que nous étions dans une logique, on évoluait dans une logique. On était à 1100 milliards. On allait évoluer à 1300, ainsi de suite. Au moment où Boni Yayi prend le pouvoir, on oscillait autour de 600 et quelques milliards. Et quand il est arrivé, il est allé directement à 1000 et quelques milliards. Parce que Boni Yayi a réformé le secteur.
Et maintenant, vous parlez d'échec. Parce que Boni Yaya a de 600 milliards, on est allé à 1200 quelques milliards. Je me rappelle très bien qu'elle a pris le pouvoir en 2006. Et c'est pratiquement la même chose. Et vous allez voir, c'est après 2009, où en 2008, il a reformé le secteur des GSM, qui a donné de l'impulsion. Boni Yaya a créé une industrie de cimenterie quelque part, je crois, Nocibé, quelque part à Diawere. Là aussi, c'est une nébuleuse en cours. C'est pas une nébuleuse. On a voulu en faire une nébuleuse. On a voulu en faire parce qu'aujourd'hui, les données de l'INSAE prouvent que la création de cette cimenterie, par exemple, a permis à l'économie de reprendre du souffle. Parce que le prix a chuté, les BTP ont commencé par marcher. Et donc, on veut en faire une nébuleuse. Et tant pis pour celui qui veut le faire. Il va récolter donc les pots cassés parce que ça aura un impact négatif sur l'économie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsqu'ils sont venus, si aujourd'hui, le chef de l'État actuel peut nous promettre, par exemple, qu'avec ses amis donc suisses, où il a des milliards dans leur compte, si on peut nous amener des industries... C'est suffisamment grave ce que vous dites. Vous dites ses amis suisses. Et qu'il a des milliards dans le compte. Oui, est-ce que vous avez... Le Bénin, vous avez de l'argent. Vous avez dit que le président a des comptes là-bas. Vous avez vu ça? Je parle du chef de l'État, je parle du Bénin. Pas du l'État béninois. Bien sûr, parce qu'il nous a amené 47 milliards, non? Voilà. Donc, c'est nos sous désormais. C'est de ça que je parle. Vous parlez des sous de l'État béninois. C'est de ça que nous parlons depuis. Je ne parle plus de l'opérateur économique. Tout à l'heure, vous avez Patrice Talon. C'est ce que vous avez dit. Et donc, puisque nos sous sont là-bas, si donc ses amis désormais du Bénin peuvent venir ici nous implanter des usines de transformation de notre coton en textile, je dis, nous allons encore grimper. Si nous pouvons déjà transformer 11%, l'a dit Boni Yaya, si nous pouvons transformer notre coton à hauteur de 11% de la production, nous pouvons aujourd'hui avoir une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire passer à 10% au lieu de rester chaque fois dans les 4,5%. Et donc, qu'est-ce que ça empêche? Puisque Yaya a créé quelque chose qu'on appelle usine de ciment quelque part à Adjam, qu'est-ce que ça coûte à nous, maillant du coton, de créer donc cette industrie? Qu'est-ce que ça nous coûte d'éviter? Vous avez quand même entendu les ambitions du chef de l'État qui parle de transformation des produits. En économie, on ne parle plus d'ambition. Attendez. Dans l'énumération de ce qu'il veut faire pour le Bénin, nous avons bien entendu le chef de l'État dire qu'il va travailler pour la transformation des produits normalement sur le territoire national avant leur exportation. Ça a commencé. Il l'a dit. Alors, pourquoi vous ne voulez pas y croire? C'est pas une question de croyance. Peut-être que ce n'est pas encore une réalité à l'heure où nous parlons. Je parle sur les actifs. C'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Je suis d'accord, mais il faut s'assurer que l'ancienne côte est bien tissée. Sinon, si le bout n'est pas bien tissé, je remarque que le bout n'est pas bien tissé. Juste pour dire que ce que vous, en tout cas ce que le président Boni Yaya a décidé de faire, les 11%, lui, il peut le réaliser. Si déjà il est dans la prédisposition. Ce n'est pas des incantations. Avant de le faire, il faut d'abord voir le secteur de l'énergie. Il faut voir le secteur de l'énergie. Ouais. Est-ce que nous avons aujourd'hui l'énergie qu'il faut pour avoir des... Il a bien dit qu'il va régler ce problème. Et ça a commencé. Nous avons quitté... Vous n'avez plus le délestage? Monsieur Péguier, nous ne sommes plus dans une situation de campagne électorale. Et donc, si quelqu'un vous dit que bientôt nous allons manger de la banane et qu'il n'a rien prévu, je ne peux pas me mettre chaque fois à dire, bon, bientôt je vais manger de la banane. Il faut véritablement que nous commencions par voir... Quand vous voyez le bananier commencer à croître, est-ce que vous avez au moins, comment dire... vous l'avez vu le bananier? Vous avez vu le bananier? Vous ne le voyez pas? Parce que... Il y a au moins le délestage qui est fini. Pourtant, il y a quelques années en arrière, c'était pas si évident que ça. Même à après quelques mois de sa prise de fonction, personne n'y croyait. Même moi-même qui suis ici. Je peux vous l'assurer. Vous savez dans quelles conditions le délestage est terminé? Non, nous n'allons pas aller dans ce... L'essentiel, c'est que le problème a été résolu. L'essentiel aujourd'hui, les Béninois, les citoyens, ils ont l'électricité, ils ont la lumière. Les usines fonctionnent normalement. Vous pensez que les usines dont moi je parle, c'est de votre courant là, ces usines fonctionnent? Ce n'est pas le plus important. Est-ce que vous est arrivé une fois d'aller voir la capacité, quand on parle d'usine, d'aller voir les villes? Casimir Pédion. Oui. Nous sommes ici au sommet de l'État. Et nous parlons État. Quand on parle État, c'est de grandes options. N'est-ce pas? Quand il y a un véritable problème qui se pose et qu'on réussit, rien n'empêche. On ne pouvait pas aller à l'industrialisation
en fonctionnant sur du kérosène, du gazole ou je ne sais quoi. C'est pas possible. Il faut aller vers une énergie qui puisse permettre... C'est un processus. Le Bénin n'est pas encore... Je n'ai aucun programme encore qui développe les renouvelables au niveau du Bénin. Et donc la production de cette énergie reviendra chère. Et aucun investisseur, je dis bien aucun, ne va vouloir financer une économie où la matière finie va coûter 4 fois plus cher que ce qui nous vient de l'extérieur. La concurrence est là. Ça, c'est un problème inhérent à plusieurs pays africains. Vous avez parlé de l'industrialisation. Combien de pays africains ont connu le Cameroun. Ils ne sont pas nombreux. Bon, je vais vous les citer. Vous les avez demandé. J'ai commencé. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils ont commencé. Le secteur secondaire aujourd'hui a commencé par prendre. Le Niger, la dernière fois, le Conseil des ministres du Niger, je crois, du mois de février, l'un de leurs conseils des ministres a décidé donc d'offrir l'énergie à base de l'uranium. Le Niger qui est électrifié à hauteur de 12-15%. La plupart des populations, à 80% des populations vivent dans le noir. Le Niger veut produire aujourd'hui de l'uranium, l'énergie à base de l'uranium. Je dis, dans notre PAG, dites-moi quelles sont les qualités d'énergie qu'on veut produire. C'est là justement. Il faut voir si le pays aspire au développement. Quelle collaboration que l'État doit tisser avec le secteur privé pour que les citoyens vivent mieux? On va conclure sur la bonne collaboration. Le climat des affaires doit revenir d'abord sur le plan local. Que Patrice Talon appelle donc ses amis politiques, ses amis hommes d'affaires, ses amis aussi d'enfance qui ont réussi dans les affaires et dit, vous voyez, quand je prends par exemple le Béninois Ernest Adjovi et Angélique Kidjo, je prends Dimon Oussou, il appelle ces trois et dit, vous, j'ai un défi en 2021, c'est que la culture d'école. Je m'en fous de comment vous allez faire, mais je vous confie ce secteur-là, réussite ou rien. Il appelle Sébastien Adjavon, il appelle Aoré, il appelle Sativi et bien d'autres. Il dit, moi j'ai interdit l'importation donc des abats de viande. J'ai interdit ci, j'ai interdit ça. Mais je veux désormais que du Bénin, qu'on alimente déjà les 7 autres pays de l'UEMOA dans ces produits-là. Je veux de l'énergie. Adjavon a promis construire un hôpital de haut standing. Oui, je l'ai entendu quand nous étions en campagne. Dis-nous comment tu vas le faire et tu nous le fais. Toi, Pascal Irene Koupaki et Abdoulaye Biotchane, dans votre projet de société, vous avez promis donc de l'énergie pour Koupaki, tu nous avais promis à base donc des vagues marines. Je veux que tu ailles me chercher le financement nécessaire pour me produire ça. Et il appelle Rodriguez. Ces deux derniers au moins son gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui de leur projet de société? Vous en connaissez? Il appelle aujourd'hui Rodriguez, il dit, toi et moi là, nous sommes des maniants du coton. Écoute, on en a fini avec l'importation sauvage de notre production. Il faut que nous trouvions des industries pouvant nous permettre de transformer. Quand il aurait fait ces 3 défis, je vous jure, comme il l'a dit, il serait porté en triomphe en 2021. Vous savez que gérer un État, c'est hautement politique. Et quand on parle de politique, pensez-vous que ces options-là sont faciles à passer? Ça le coûte quoi de le faire? Dites-moi, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Qu'est-ce qui empêche Patrice Talon d'inviter Sébastien Adjavon ou bien Auré et de leur faire de ces propositions-là? Moi, je ne sais pas. Quand on dit politique, là, je ne sais pas, ce n'est pas un monstre. C'est l'envie de réussir ou d'échouer. C'est l'envie de voir son ami souffrir, que moi j'appelle politique à la béninoise. C'est l'envie de nuire qu'on appelle politique. Sinon, la politique, dans son vrai sens-là, c'est comment faire pour gérer la cité. C'est comment faire pour gérer les hommes. C'est le moyen par lequel vous arrivez quand même à organiser donc, la gouvernance autour de vous. Et non, la manière de nuire. Non, il faut laisser les opérateurs économiques. Il faut que ceux-là qui, je ne sais pas, parce que la justice a rendu sa décision-là, qu'on cesse de voir des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui glissent peut-être des sacs de je ne sais quel produit prohibé
dans les colis des gens pour qu'on les accuse de X ou de Y. Vous voulez qu'un opérateur économique qui est en Suisse, qui est en France ou aux États-Unis vienne poser ses valises lorsqu'on assiste donc à ça? Non. Merci à vous, donc, arrêtez de voir le mal partout et invitez vos collaborateurs. Vous imaginez? Mais il y a encore, je peux citer encore des noms d'opérateurs économiques. On va conclure. Le message est passé. On va conclure, Peggy Ludovic Dagba. Ben voilà, à moins qu'il ait un dernier mot à dire. Non, il a fini. On va conclure. Il a fini. Gouvernance du secteur privé, que retenir aujourd'hui? Il a dit, il faut quand même que le chef de l'État puisse appeler ceux qui ont quand même la surface, et pourquoi pas ceux qui ont promis, on va dire, aux Béninois de réaliser tel ou tel projet, tel ou tel exploit. Il les appelle, il crée les conditions favorables et il leur permet vraiment de mettre en œuvre ces pans de leur projet de société pour éviter quand même, bien que le problème ne perdure dans ces secteurs-là. Il a cité Pascal Yernek Koupaki et Abdoulaye Biochane dans leur projet de société, mais il a cité également les opérateurs économiques tels que Sébastien Germain Adjavon, Samuel Dossou-Aoré et le président de la CCIB, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, afin quand même de se mettre ensemble pour relever enfin ces défis qui, ma foi, pourront permettre aux Béninois de s'épanouir. Voilà, c'était donc fait croiser en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et puis sur Eden Télévision à 13h30. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Merci de nous rejoindre sur Matin d'Eden, une émission qui dure 2 heures et qui se poursuit sur nos antennes. Ça fait bientôt 1h15 qu'on a décollé. On a décollé à bord de Matin d'Eden, c'est ça. Hein? Ahmed Arekpa, bonjour. Bonjour Tranquilla, bonjour Maurice. Maurice Agua, bonjour. Bonjour Tranquilla, Akad Beronté. Bonjour téléspectateurs d'Eden TV. Je vous sens très frais ce matin là. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai toujours été frais. malgré tout. on a toujours été frais. Vous pareil, Ahmed pareil. Oui. C'est les costumes d'Ahmed qui me font peur parce que lui c'est un grand manager. C'est notre producteur maison. Carrément. Ouais. J'évolue en grade apparemment. Oui, manager, producteur maison. Je passe d'artiste à manager, maintenant je suis producteur. Oui, il est 3. Intéressant. Voilà. Maurice Agua, je commence par vous. Hein. Oui, tout à fait. On va pousser la chansonnette. On va pousser. Avec qui aujourd'hui? Aujourd'hui, nous serons avec un confrère. Il s'appelle Toby Aronsou. Il est journaliste, il est directeur de publication au journal, je vais dire, Repère Média. Il est collaborateur du directeur de l'office du BAC. Il a poussé la chansonnette sur une chanson, certainement que vous allez aimer, une chanson de Gégé Viqué. Merci de le recevoir chez vous.
Mes frères de l'autre bout du continent africain, d'Angola et de Rhodésie et de l'Afrique du Sud, opprimés du monde entier, ne perdent jamais l'espoir. Tant que la tête tourne, la roue tournera toujours. Mais un jour nous serons assez forts pour contre le vent qui souffle. Le soleil sera enfin pour nous et nous aurons la liberté. J'avoue que dès mon jeune âge, dans ma tendre enfance, quand j'ai écouté ces mélodies de Djedje Viké, ça m'a pénétré. Très tôt, j'ai pris conscience en tant que jeune Africain que voilà, nous sommes dans un monde de combat où nous devons nous armer intellectuellement d'abord, nous armer psychologiquement et nous armer sur tous les plans pour aller à la conquête du monde. Nous ne devons plus être là pour subir et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Bénin, les jeunes Béninois doivent oser. Et le professeur Albert Tevoidre, à travers les cinquantenaires, nous a réaffirmé que nous devions oser. Donc aujourd'hui, c'est l'audace qui est le maître mot. Et c'est à cela que Djedje Viké nous invitait depuis longtemps. Mes frères de l'autre bout du continent africain, d'Angola et de Rhodésie et de l'Afrique du Sud, opprimés du monde entier, ne perdent jamais l'espoir. Tant que la tête tourne, la roue tournera toujours. Mais un jour nous serons assez forts pour contre le vent qui souffle. Le soleil sera enfin pour nous et nous aurons la liberté. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Yes, voilà. Yes. Yes. La chanson elle est forte. Hein. Très forte. Les paroles sont très fortes. Très puissantes. Très puissantes. Pénétrantes. Ah ouais. À plus d'un égard. Pénétrantes, ouais. Ces paroles cadrent à toutes circonstances. Au quotidien, chacun traverse des difficultés, on vit chacun des choses. Et je pense que cette chanson, c'est une grande philosophie. C'est un philosophe qui a parlé. Aujourd'hui, il n'est plus là. La roue tourne. Djedje Viké. La roue tourne, forcément. Et quelqu'un m'a dit que la souffrance est la meilleure école de l'éducation. Je suis parfaitement d'accord. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Que la souffrance est la meilleure école de l'éducation. Parce que ça renforce votre mental. Ça vous oblige, la souffrance vous oblige à contourner des difficultés. Et véritablement, quand vous arrivez à trouver des solutions à vos difficultés, vous en sortez très grandi. Et à l'avenir, les gens sont surpris de vous voir surmonter toutes les difficultés on parle de transcendance et je pense qu'en la matière, c'est Socrate ou Platon qui... Socrate, je crois, à travers le mythe de la caverne, justement, qui nous en donne l'exemple parfait. Voilà, Toby Aronsou, vous savez, quand j'étais au lycée Béanzin, j'ai fait la C, j'étais en seconde C. Tout à fait, j'étais le seul scientifique à la rédaction de La Bienzinoise, le journal de lycée Béanzin. Et les gars se moquaient de moi proprement. Mais moi, j'aimais tout ce qui est littérature. C'est vrai qu'en maths physique, je me démerdais. Je me démerdais, point besoin de parler de mon rang ici pour passer. Les gens pensaient que je suis la modestie de Et on avait la radio. Non, c'est pas le plus important. On avait une radio au lycée Béanzin, je ne sais pas si ça existe toujours, Radio Gazapa. Et j'étais en premier déjà, j'étais le chef programme de la radio. Et en même temps, j'allais vendre le journal du CUP, Centre universitaire de Porto Novo. Lui, il était le patron du journal à l'époque. Et il le sait, c'était des problèmes. C'est le seul en kaki qui venait à l'université, à la rédaction et vendre le journal. Et alors, quand le journal sort, moi, je prends mes 200 exemplaires et je fais le tour des collèges.
En 2-3 heures, j'étais le meilleur vendeur. Le dynamisme. J'étais le meilleur vendeur. 300 francs en l'unité. Je faisais le tour des tranquille à applications, directeur d'information de programme, des Diaspora FM et DNTV, anciennement livreur. On faisait le tour et ça nous a suivi, cette histoire, cette passion-là. Et là, nous, on est encore dedans. Lui-même, il est dedans. Les autres, pareil. André Dossa et Anoua Moussou. C'est toute une génération, en fait. Voilà, on est dedans. C'est pour ça qu'on va toujours rester dedans. On aura tout. C'est difficile, mais malgré tout. C'est difficile, mais on reste dedans. On ne bouge pas, on n'abandonne pas. Ici ou ailleurs, on est dedans. On fera tout. Je voulais dire une chose, comme le disait mon épouse hier, les meilleurs littéraires, c'est ceux qui ont fait aussi les séries scientifiques. Non, parce que ça se dit, ça se dit, mais le littéraire ne peut pas tout à fait. Non, je n'ai pas fini. Toutes les séries. Je vais finir en disant, si vous ne comprenez pas français, est-ce que vous pouvez faire les mathématiques? Toutes les séries. Si vous ne comprenez pas français, est-ce que vous pouvez faire les mathématiques? Je voudrais justifier le fait que vous soyez bon journaliste. Parce que vous avez fait les maths. Je ne sais pas si je suis bon. Allez, la route. Elle tombe sur moi. Le lycée, c'est bien de faire le lycée. Le lycée Béanzin. Aujourd'hui, c'est dans un état de vraiment piteux. À l'époque, tous les lundis matin, les lundis, là, au drapeau, c'était passionnant. C'était passionnant. Ça me manque, j'ai envie de retourner au lycée. Mais allez-y, Gazapa, voilà. On va servir aux téléspectateurs la sélection d'Éden. Oui, la sélection d'Éden, et disons-le d'emblée, aujourd'hui on va rester très urbain et je vous parlerai plus de concepts qu'autre chose en fait. Je vais vous parler d'un phénomène qui a cours depuis l'apparition, pour ne pas dire la prolifération finalement, des smartphones et autres Android. Et le comble, c'est que, on va d'ailleurs le remarquer tout à l'heure à travers la vidéo, personne n'y échappe en fait, que l'on soit donc élève, professeur, chauffeur, femme au foyer, policier, et j'ajouterai moi, journaliste, personne n'y échappe. Enfin, à quelques exceptions près. Moi bien sûr, je ne fais pas partie donc de ceux qui sont concernés. Un concept porté en fait par le groupe Inspiration, qu'il a donc nommé GATB pour dire génération génération Android, tête en bas. Vous imaginez un peu, Je vous propose donc qu'on suive le clip maintenant avec attention. Il a raison. Jusqu'à la fin. On suit avec attention jusqu'à la fin. Et on va se retrouver pour faire le point. Et je vous en dirai un peu plus par rapport au groupe Inspiration.
en bas. On met pour lui ceci là-bas. Il a la tête en bas. Voilà, génération tête baissée. Génération Android tête en bas. Un phénomène. Un phénomène. Hein, et je me pose la question, savoir s'il n'y a pas une maladie liée au cours. Toutes les fois quand vous êtes comme ça, tous les 2 heures, 3 heures. 2 heures, 3 heures. Je vais poser la question. Savoir s'il n'y a pas une maladie, s'il n'y a pas un mal. Très certainement. Vous sortez en famille. Vous allez au restaurant, madame est comme ça, voilà, madame monsieur est comme ça, et finalement, pourquoi on se retrouve? Des fois, même, on se retrouve voilà, dans des bars où on vient pour danser normalement, s'amémuser. Non. Mais tout le monde a la tête. La musique passe, mais la musique passe, mais tout le monde a la danse. C'est un problème. C'est un véritable problème qui est survenu. Donc, après, bien sûr qu'on ait assisté à la prolifération des smartphones, des Android. Et c'est ce qu'un peu le groupe Inspiration essaie de mettre en couleur, en lumière, en son aussi à travers cette vidéo qu'on vient de voir. Bon, à savoir maintenant le groupe Inspiration, en fait, qui est un groupe béninois de musique composé de 2 membres descendants de familles modestes et de tous originaires donc des collines, département du centre du Bénin. C'est un groupe qui est formé en 2014 et qui est composé de Mayasso et Akboss. En avril, par rapport au groupe en avril 2014, eh bien, le groupe a rencontré Luc Chika, avec qui rapidement les 2 membres du groupe ont trouvé une véritable complicité et pour qu'il y va sortir donc en 2015 un morceau dont les tests et les harmonies entre les mélodies, la qualité du son et la beauté des images du vidéoclip ont rapidement permis à ces jeunes artistes de se hisser dans l'échiquier des artistes béninois les plus convoités de cette année-là. Évidemment en 2016 va suivre une tournée qu'ils vont faire avec de grands noms de la scène musicale ici au Bénin, c'est Simès, Sagouan Danialou, Pélagie la Vébreuse, même Inter puisqu'il y aura Abou Nidal aussi et Awilo Logomba. Une chose entraînant l'autre, ils vont rencontrer l'arrangeur voilà, de tous les temps, Willy Millon, je veux dire, qui travaille en fait avec eux. Et vous allez remarquer que... Il est rentré d'Abidjan finalement? Non, il est toujours là-bas, il est toujours, on s'est même écrit tout à l'heure et on parlera peut-être de lui demain. J'aurais vous proposer une vidéo en exclu de Willy Millon si tout va bien demain. Alors, donc Willy Millon qui travaille avec eux, en fait, la rencontre qui a été faite en 2016 et ça a donné un premier titre, Pas aimé, pas bouffé, un autre concept aussi dont on avait parlé entre-temps sur Diaspora FM. Et c'est toujours dans cette quête de perfection donc qu'est sorti plus récemment, en début de cette année 2017, donc ce clip qu'on vient de voir maintenant, Génération Android tête en bas. J'espère que James William Baguidi n'est pas adepte aussi de cette pratique. Bonjour James William Baguidi. Tout le temps comme ça? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Génération Android, tête en bas. Tête en bas. Bon, je vois beaucoup. WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Insta, Google+, Snapchat, Mail, Messenger. Donc, ceux qui m'envoient beaucoup de messages savent que je ne suis pas adepte, puisque je réponds parfois tard et parfois trop tard. Mais il arrive quand même que le téléphone soit utile, pas forcément pour les choses, des réseaux sociaux. D'accord, intéressant. Mais la tête, elle est toujours en bas? Non, pas toujours. C'est donc le groupe Inspiration. Ailleurs. Elle peut être en bas, mais ailleurs. C'est clair. On se comprend. On se comprend à demi-mot. Anita Inter maintenant. On va parler de notre concept aussi finalement. Entre-temps, le célèbre Saba Nazer avait chanté la chose. Il parlait en fait de la beauté qui évidemment par ces temps-ci, on le sait que trop, se trouve bien plus dans la poche qu'ailleurs. Bob Denard, nous irons en Côte d'Ivoire. Il va nous proposer le titre vilain. Et vous comprendrez. À suivre. Merci à vous Ahmed avec moi. Vous retrouvez sur Diaspora FM 102.3 pour la musicale info. Dans un instant, on va observer une courte pause avant de démarrer les clés du monde, la rubrique de James William Baguidi, notre spécialiste des questions internationales. Bienvenue dans les clés du monde. Il y a un an exactement, jour pour jour, des militaires tentent de renverser le pouvoir turc à l'aide d'avions et de chars. Une partie de la population s'y oppose. 250
personnes seront tuées le jour-là. Le putsch prend fin au petit matin du 16 juillet, je crois, 2016, pour être plus précis. Et depuis, la répression du président Erdogan est permanente. Un an après, 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées de la fonction publique. Turquie, un an après comprendre le coup d'État. C'est le thème de ce numéro de Les Clés du Monde. Bonjour. À nouveau, bonjour, tranquille à 4 Benotin. Bonjour, cette fois-ci, aux amis auditeurs et téléspectateurs. Et pourquoi le coup d'État en Turquie? Alors, la Turquie est un État qui, durant les siècles qui ont précédé, a eu je dirais, durant les années qui ont précédé, a eu une tradition de coup d'État. Et il faut déjà noter que le pouvoir en place aujourd'hui en Turquie, celui de Recep Tayyip Erdogan, est un pouvoir islamo-conservateur. C'est un pouvoir qui est arrivé dans les années 90 un peu et qui a remis en cause la laïcité turque. Alors, laïcité en Turquie, l'État turc est un État arabe, est un État très fortement musulman, héritier du célèbre empire ottoman, et il aurait été quand même un peu bizarre que l'on parle de laïcité dans un pays comme celui-là. Mais la Turquie aura connu un grand dirigeant, Mustafa Kemal Atatürk, qui aura décidé à un moment que le modèle de gouvernance en Turquie devrait séparer la religion du politique. Et par ce choix, se rapprochait ainsi du modèle pratiqué au cœur de l'Europe, et cela devait permettre à la Turquie de faire partie des États les plus modernes d'un point de vue international, en tout cas pour ceux qui pensent que c'est cela la modernité. Et c'est ainsi donc que la Turquie avait choisi donc la laïcité, et tout ce qui avait trait à la laïcité était protégé, était garanti par le pouvoir des militaires. Des coups d'État se sont succédés, mais à aucun moment, ni à un moment ni à un autre, ceux qui se sont succédés au pouvoir n'ont remis en cause la question de la laïcité jusqu'à ce que les élections portent au pouvoir un certain Recep Tayyip Erdogan avec son premier ministre d'alors Abdullah Gül, et tout un staff qui était d'abord, le parti AKP est un parti islamiste, et arrivé au pouvoir naturellement, Recep Tayyip Erdogan va avoir l'envie ou l'ambition de donner plus de valeur à la religion portée par l'État que ce qui se pratiquait auparavant. Donc la laïcité commencera à connaître un certain recul. Et ce recul-là n'est pas du goût des militaires, comme je l'ai déjà dit. Ce sont eux qui sont les garants de cette laïcité en Turquie depuis les origines, depuis que Mustafa Kemal Atatürk, lui-même militaire, avait instauré le régime laïque en Turquie. Et pour cela, dès son arrivée au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan aura un peu maille à passer avec les militaires, puisque ces derniers vont le voir un peu d'un mauvais œil. Ils vont se dire, mais bon, c'est le peuple qui a voté, certes, c'est la démocratie, mais si cette démocratie doit remettre en cause les fondements de l'État, comme la laïcité, il y a peut-être lieu, à un moment ou à un autre, de mettre fin à cette pratique-là. Et Recep Tayyip Erdogan non plus, qui n'est pas dupe, observait l'armée de près, la surveillait de près. Il y aura des procès, je dirais même des purges au sein de l'armée. Il y aura des procès contre certains généraux qui étaient un peu trop voyants, un peu trop ostensiblement laïques ou trop ostensiblement contre le régime islamiste. On connaît plusieurs réformes politiques auront lieu. Tayyip Erdogan passera de président de la République à Premier ministre, avec l'essentiel des pouvoirs. Et puis la dernière réforme électorale qui a donné au pouvoir, dernière réforme constitutionnelle, je veux dire, qui a donné au pouvoir du chef de l'État, qui a donné tout le pouvoir au chef de l'État, lui permet de redevenir également président de la République. Entre-temps, il s'est brouillé avec beaucoup de ses amis, dont Abdullah Gül. Et puis, il va instaurer de plus en plus le régime islamiste et faire perdurer ou faire intégrer le régime islamiste, les pratiques islamistes au sein de l'État, ce qui n'était pas donc du goût des militaires. Et même certains observateurs étaient persuadés il y a un an ou un peu plus d'un an que le risque d'un coup d'État militaire en Turquie n'était pas totalement à écarter. C'est ainsi donc
que dans cette nuit du 15 au 16 juillet 2016, vous ne vous êtes pas trompé sur la date, certains militaires, pas tous, certains militaires vont donc prendre les armes et tenter, en attaquant le palais présidentiel, en attaquant les principales villes que sont Ankara et Istanbul, de prendre le pouvoir à un moment où Recep Tayyip Erdogan était hors du territoire national. Et donc, cette tentative-là a échoué, nous le savons très bien. Et qui sont ces présumés, les principaux auteurs, les probables auteurs de ce coup d'État qui a échoué en 2016? Alors, les auteurs de cette tentative de coup d'État, ce sont d'abord une partie des militaires qui donc ne voulaient surtout pas continuer de laisser le régime frôler ou pencher vers l'islamisme de plus en plus exacerbé que mettait en exergue le président Recep Tayyip Erdogan. Et il faut noter que Erdogan accuse en particulier un de ses adversaires les plus farouche, en tout cas celui qu'il considère comme son ennemi public numéro 1. Son nom, c'est Fethullah Gülen. Fethullah Gülen est un prédicateur qui se trouve en exil aujourd'hui aux États-Unis. Il y vit depuis 1999. Il se trouve quelque part en Pennsylvanie. Et Fethullah Gülen est donc un de ces hommes politiques turcs qui critiquent de façon très vive la gouvernance de Recep Tayyip Erdogan, la façon dont il est même opposé à la gouvernance Erdogan est si vive que Tayyip Erdogan estime qu'il est probablement parmi les fomentateurs, sinon même c'est lui qui a fomenté ce coup d'État. Et d'ailleurs, le président Erdogan a envoyé, a délivré un mandat d'arrêt, en tout cas a fait délivrer un mandat d'arrêt international et exigé des États-Unis d'Amérique, où il se situe, où il vit en exil, de le livrer à la Turquie afin qu'il soit jugé pour le coup d'État qui a été commis. Au-delà de Fethullah Gülen, qui est donc considéré comme son ennemi public numéro 1, il y a des relais au sein de la société civile, au-delà de l'armée, il y a des relais au sein de la société civile, il y a des relais au sein des fonctionnaires. Vous l'avez dit, plus de 100 000 personnes ont été limogées pour sympathie ou pour complicité éventuelle avec les putschistes. Plus de 50 000 personnes se trouvent aujourd'hui sous les verrous. Il y a beaucoup de militaires, bien sûr, mais il y a également beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de magistrats, beaucoup d'enseignants d'université. Leur faute aura été certainement à un moment ou à un autre de se dire que l'armée était la meilleure garantie pour la restauration ou pour le maintien de la laïcité en Turquie. Il faut noter une chose, en dépit de l'évolution de la Turquie aujourd'hui, le président Tayyip Erdogan n'a pas encore remis en cause de façon claire et définitive la laïcité qui prévaut dans la société turque, même si on peut constater que dans sa gouvernance, il y a un très fort penchant islamiste qui se note, et c'est cela qui peut expliquer également ce coup d'État qui est survenu il y a un an. La nuit du 15 juillet au 16 juillet 2016, pourquoi cette tentative de coup d'État a-t-elle échoué? On peut dire que cette tentative a échoué surtout à cause de la mauvaise organisation dont les auteurs se sont montrés coupables. En réalité, il y avait du mécontentement au sein de l'armée, ça là c'est indéniable parce que Recep Tayyip Erdogan n'avait vraiment pas les coudées franches avec l'armée pour conduire le pays de la manière dont il le conduisait. Et cette tentative, malheureusement ou heureusement, selon le camp où on se trouve, cette tentative n'a pas été préparée comme cela se devait. Il y a eu certainement des fuites, il y a eu et surtout une scission au sein de l'armée. L'armée nationale turque n'a pas mené ce coup d'État de façon unanime. En tout cas, c'est une partie seulement des militaires qui ont décidé de mener le coup d'État. Ces militaires-là, qui, quand ils ont attaqué, n'ont pas eu le soutien de l'ensemble de leurs congénères, de l'ensemble de leurs collègues. Une partie de l'armée va s'opposer à ce coup d'État. Les forces spéciales, notamment, vont s'opposer à ce coup d'État. La tentative de prise des institutions, des sièges des grandes institutions, des radios, des télévisions, ne sera pas coordonnée comme ça se doit. Notamment, ce qui s'est passé en particulier, c'est que le président Erdogan a appelé une chaîne de télévision et en direct, la journaliste a passé sur son téléphone portable, a passé
Erdogan en direct qui appelait les populations à se soulever et à ne surtout pas laisser se commettre ce coup d'État. En ce moment-là, c'est je dirais une quinzaine de minutes après que les militaires sont arrivés, alors que s'il fallait vraiment empêcher Erdogan d'avoir contact avec la population, il aurait fallu neutraliser toutes les chaînes de télévision, tous les organes de presse au même moment. Cela n'a pas été coordonné comme ça se doit. Et donc, Tayyip Erdogan a pu passer son message sur cette chaîne de télévision et dans les minutes qui ont suivi, ses partisans, nombreux à travers la Turquie, sont sortis dans les rues et face à cette armée elle-même divisée, une partie de l'armée donc contre plus les civils contre l'autre partie de l'armée, au petit matin du 15 juillet, la tentative ne pouvait que prendre fin par un cuisant échec pour ceux qui l'ont fomenté. D'ailleurs, plusieurs médias ont été fermés dans le pays au lendemain de ce coup d'État manqué. L'hypothèse de coup d'État monté est-elle crédible? Oui, d'un coup monté, oui, possiblement. En fait, dès le lendemain de ce coup d'État, tout le monde, certains observateurs se sont dit, mais cela arrange tellement aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan qu'on s'est dit, mais est-ce qu'il n'a pas préparé, est-ce qu'il n'a pas appris, laisser faire ce coup d'État, est-ce qu'il n'a pas préparé également sa réplique de manière à ce qu'il puisse avoir les coups de France pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui dérangeait, de tout ce qui gênait, de tout ce qui entravait la mise en œuvre de sa politique. Et effectivement, ceux qui disent cela n'ont peut-être pas tort, parce que quand on voit un peu le déroulé des événements, et quand on voit également un peu les conséquences de cette tentative avortée, on se rend à l'évidence qu'aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan est devenu hyper puissant en Turquie. Il a restauré, il est sur le point de restaurer la peine de mort, il a restauré un pouvoir hégémonique, il y a des dérives autoritaires que l'on peut noter, il a fait son référendum pour prendre l'essentiel du pouvoir politique entre ses seules mains, et tout cela a évolué de manière, en tout cas dans son intérêt le plus absolu. Et cela laisse à penser effectivement que Recep Tayyip Erdogan n'a certainement pas préparé un coup d'État contre lui-même. Il savait que des gens étaient contre lui et pourraient éventuellement à un moment ou à un autre tenter de le renverser. Il a peut-être eu des informations et il s'est dit, on les laisse faire, voici comment nous allons faire pour déjouer ce coup d'État. Et il faut aussi noter en cela la promptitude de la réaction des populations et de cette partie de l'armée qui a voulu soutenir coûte que coûte Tayyip Erdogan. Tout cela laisse à penser qu'il s'agissait d'un coup monté, mais de l'autre côté également, la virulence aussi de la réaction du président Tayyip Erdogan laisse à penser qu'il a été surpris ou il a été carrément déçu par cette partie de sa population, de son armée qui a voulu le renverser. La preuve n'est pas faite qu'il y avait un coup monté, même si tout laisse à penser que, tout porte à croire qu'il avait tout intérêt à ce que ce coup d'État tenté contre lui fût et que surtout il échoue. Le coup d'État a-t-il eu un impact sur les relations entre la Turquie et les autres pays au plan international? Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le président Tayyip Erdogan a d'abord, premièrement, accusé Fethullah Gülen, comme je l'ai dit, et demandé aux États-Unis d'Amérique, où il se trouve, de le livrer. Les États-Unis, premiers concernés, ont refusé naturellement de livrer Fethullah Gülen parce qu'ils n'ont, disent-ils, pas la preuve que ce dernier était impliqué dans ce coup d'État, que les preuves apportées par la Turquie sont insuffisantes. Il y a également, au sein de l'Europe dans son ensemble, un sentiment de défiance. Vous savez, quand la tentative de coup d'État a eu lieu, dans cette nuit-là, aucune nation européenne n'a condamné immédiatement le coup d'État. Peut-être cela laissait-il envisager que les Français, les Britanniques, les Belges, etc. Étaient favorables à ce que le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, un pouvoir islamiste, il faut le rappeler, que ce pouvoir-là tombe pour que la laïcité revienne en Turquie. Et donc, il a fallu 5 jours, bien sûr, au lendemain, quand Tayyip Erdogan est ressorti, quand il est rentré au pays, qu'il a repris le devant de la scène, il y aura eu les condamnations des pays européens contre les auteurs de coups d'État. Mais il aura fallu 5 jours pour qu'un premier dirigeant européen se rende auprès de Tayyip Erdogan pour lui apporter un soutien véritable, tandis que les pays arabes qui soutiennent Tayyip Erdogan comme
des pays comme le Qatar et d'autres lui ont envoyé très rapidement des lettres de soutien ou même des émissaires pour lui montrer qu'ils sont tout à fait avec lui dans ce combat contre les putschistes. Donc, Tayyip Erdogan aujourd'hui est remonté contre l'Europe, est remonté contre les Occidentaux en général, et il ne manque pas une seule occasion de saquer et de saccager encore le peu de relations cordiales qui existent entre la Turquie et ces pays-là. Et il faut noter qu'il y a par le passé, il y avait cette volonté de la Turquie d'intégrer l'Union européenne. Aujourd'hui, Tayyip Erdogan n'en rêve plus, en tout cas, il n'en parle plus. Ce n'est plus aujourd'hui pour lui une priorité. Il essayait par le passé de tout faire pour rester dans cette laïcité, pour rester dans les valeurs européennes. Vous savez, il y a des critères de convergence qu'il faut remplir quand on veut faire partie de l'Union européenne. La Turquie se fiche pas mal, permettez-moi la trivialité du terme, se fiche pas mal aujourd'hui des critères de convergence, se fiche pas mal d'intégrer ou pas l'Union européenne. Ce qui lui convient aujourd'hui, c'est d'avoir un pouvoir politique fort, de maîtriser son peuple, de maîtriser son armée, et cela, que ça plaise aux Européens ou pas, Tayyip Erdogan fait ce qui bon lui semble. Merci à vous, James William Gbagidi. Vous décryptiez pour nous l'actualité en Turquie qui a célébré hier ou avant-hier, l'an 1 de l'échec de ce coup d'État dans le pays. Le thème c'était donc Turquie un an après, comprendre le coup d'État. Voilà, décryptage de James William Gbagidi, notre spécial des questions internationales. Je rappelle qu'il est le rédacteur en chef de Eden Télévision. Judika Polycarpe, pourquoi vous souriez? Bonjour. Bonjour, tranquille. Je regardais James, plutôt qui m'avait l'air un peu austère. C'est plutôt surprenant quand on sait que en d'autres circonstances, il est plutôt amusant. Voici l'actualité sportive sur Matin d'Eden. Coupe Davis, c'est une compétition de tennis Égypte 2017. Le Bénin entre bien en lice. Oui, tranquille. Donc les tennismen béninois qui disputaient donc des rencontres dans le cadre donc de la Coupe Davis et qui affrontaient des tennismen libyens ont tous remporté le match à l'image de Magloire Yakba et Alexis Clegou qui ont donc remporté leur rencontre en simple et victoire également acquise pour la paire Nkwevi Encha dans la catégorie des doubles. On rappelle que le tournoi se déroule en Égypte tranquille. Mercato continue, les nouvelles de transfert. Bien sûr, et on évoque cette première information dans ce registre des transferts. Les nouvelles relatives à Mohamed Yattara, le joueur guinéen, est définitivement transféré à l'AJ-Auxerre. C'est la formation qui a officialisé l'information après l'avoir ramené d'un prêt en Belgique où Yattara avait évolué avec le Standard de Liège. Une information qui n'est pas tout à fait un transfert. À présent, Sergio Romero prolonge son contrat avec Manchester United. Le nouveau contrat a une durée de 4 ans. Sergio Romero, on l'ajoute, est un gardien de but international argentin, double de l'Espagnol David De Gea. Tous deux, avec leur coéquipier de Manu, ont remporté récemment la Ligue Europa 2017. Et on renoue avec une vraie information de transfert ancien alors que Lassana Diarra a rejoint les Émirats Arabes Unis. Il est une nouvelle recrue d'Al Jazeera. L'information est officielle. Le milieu de terrain met fin ainsi à une période d'inactivité qui durait depuis février dernier lorsqu'il avait quitté l'Olympique de Marseille. À 32 ans, donc, le footballeur donne une nouvelle orientation à sa carrière de football. Et on referme ce registre de transfert et on ne cesse pas pour autant de parler de football. Le temps de donner cette information qui concerne Francesco Totti, le joueur italien, ancien joueur de la Roma, a choisi de mettre un terme à sa carrière. Ceux qui l'imaginaient en Amérique ou encore en Asie seront déçus. L'ancien capitaine de la Roma a annoncé l'information lors d'un entretien accordé au site officiel du club de la Roma. Totti cesse donc d'être joueur de cette formation après avoir passé tranquille 25 saisons dans ce club
Et ça me donne envie donc d'évoquer, d'ouvrir une petite parenthèse pour parler un peu d'autres footballeurs qui n'ont connu qu'une seule formation à l'image de Ryan Giggs, que James connaît particulièrement bien, Maldini également, Paul Scholes. Il y a bien d'autres joueurs qui ont également connu une seule formation. La liste n'est pas du tout exhaustive. Et à propos de Totti, on ajoutera qu'il va intégrer le staff de la Roma à un poste qui reste à déterminer. Totti qui a remporté plusieurs trophées évidemment avec la Roma durant les 25 saisons qu'il a passées avec cette formation. Pourquoi, en voulant parler de Diarra, vous avez dit une vraie information? Les précédentes informations ne sont pas... Si. En fait, juste avant de parler de l'information de Diarra, j'ai évoqué une nouvelle qui n'est pas tout à fait une information de transfert. La nouvelle qui concerne Romero, le gardien de but argentin qui évolue à Man U. Donc, lui, il a prolongé ce contrat. Ce n'est pas vraiment un transfert, mais on classe cette information dans le registre des transferts. Et donc, par opposition à cette information qui précédait celle de Lassana Diarra, il a donc voulu préciser et dire que là, on parlait d'une vraie information de transfert. Voilà. Est-ce qu'il a convaincu Joshua Ngwale? Bon, je pense que quand on y va avec la gentillesse, il convainc. Mais sinon, il aurait pu dire les choses plus simplement. Le reste, il reste, donc ce n'est pas un transfert. L'autre s'en va quelque part. C'est un transfert. Ce n'est pas une vraie information de transfert, mais c'est un vrai transfert. Ça, c'est le regard du pédagogue. Oui, et c'est aussi une autre façon de formuler la même idée. Il se défend toujours. Ah oui. Judicaire pour les Capois. Tour de France. Place à la 16e étape. Et oui, donc l'étape est longue de 165 km. L'étape que vont donc courir les participants à ce Tour de France 2017, participants à la grande boucle. Et cette étape intervient après une journée de repos accordé donc aux cyclistes qui disputent donc le Tour de France 2017, et on signale que Christopher Froome est toujours le porteur du maillot jaune. Ainsi va l'actualité sportive sur Matin d'Éden. Avant de vous quitter, voici le hit Inter. C'est un artiste à concept. On se rappelle encore de son premier hit, L'eau. Pas les narines. Bob Denard, l'artiste de la musique ivoirienne, est de retour avec un nouveau titre, Vilain. Vous allez comprendre le concept à travers la vidéo. Une vidéo sortie le 8 juillet 2017, donc il y a quelques jours seulement, avec pour principal acteur le célèbre comédien Ange Faro. Argent, voiture, maison. Est-ce que ton père te dit que tu es vilain? Argent, voiture, maison. Est-ce que ton père te dit que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour certaines sorcières. Est-ce que ton père te dit que tu es vilain? Est-ce que ton père te dit que tu es vilain? Est-ce que ton père te dit que tu es vilain? Est-ce que ton père te dit que tu es vilain? Dis-moi, est-ce que ton père te dit que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour certaines sorcières. Est-ce que ton père te dit que tu es vilain? Quand tu as l'argent, cette femme peut te dire que tu es vilain. Elle va faire du sérieux avec toi même si ta tête ressemble à un concert de comédie. Grosse tête, gros ventre, oreille on dirait parachute, c'est pas grave. Elle va sortir avec toi si tu acceptes de jouer le rôle du chef de famille de sa famille. Arrête de penser, cette femme peut te dire que tu es vilain. Paul Pogba, cette femme peut dire qu'il est vilain. Une animale constat, tu mises en te donnant de caresses. Elle t'appelle mon chou, ma carotte, on dirait ingrédient de sauce tomate. L'argent que t'as pas pour gagner de quoi, c'est mieux pour toi. On traite de ta foi, devant tes gavas, on crache sur toi, on traite incapable. Tu roupeaux tes quatre, on ne veut pas de toi. Blablabla, la. Quand tu as le pouvoir, tu dragues nous sommes comme si t'avais pas assez d'unité, tu parles pas trop. Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour certaines sorcières. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Dis-moi, est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour certaines sorcières. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Quand tu as l'argent, cette femme peut te dire que tu es vilain. Elle sera tout le temps derrière toi, matin, midi, soir, comme t'étais, et puis son chien. Nouveau concept bien créé, les sans inspiration vont encore voler. Je suis l'ennemi juré des Lipton, parce que j'ai trop de nouveautés.
les vilains, faut essayer, tu vas voir. Toi-même, tu me donner résultat. Quand tu as l'argent, draguer femme, c'est comme l'île sans couverture. Elle va te dire, pas de rap. L'argent que t'as pas, on gagne, drague pas. C'est bien pour toi, on traîne ta fa. Devant tes gabas, on crache sur toi, on traîne capable. Mais viens pas, Baba, qui est là. Eux, ils savent de quoi je parle. Quand tu as les pouvoirs, tu dragues une femme comme si t'avais pas assez d'unité, tu parles pas trop. Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour sa tante sorcière. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Dis-moi, est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour sa tante sorcière. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que c'est pas l'argent qui paye ça? Mèche là, est-ce que c'est pas l'argent qui paye ça? Loyer là, est-ce que c'est pas l'argent qui paye ça? Comptable là, est-ce que c'est pas l'argent qui paye ça? Est-ce que tu fais toutes tes courses à pied? Ou bien c'est au carrefour tu dors? Le gars est bizarre mais elle le supporte parce qu'elle veut l'un de son iPhone. Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Argent, voiture, maison. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs, une villa pour sa tante sorcière. Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Dis-moi, est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? 14 millions pour ses parents, une voiture pour ses frères et sœurs. Voilà, Jala, la caméra est sur vous, hein, Judicaï Polycarpe avec Juno. Oui, alors que nous parlions de la force que pourrait avoir l'argent, ou qu'a souvent l'argent dans la vie, dans un monde où on est trop attaché au matériel aussi. Donc c'est de ça que nous parlions et c'est de ça que décrit aussi bien le clip, un homme qu'on nous montre, relativement beau, et donc qui a certainement les moyens et à qui on ne peut rien refuser. Donc voilà. James William Bagidi, c'est comme la beauté physique. La beauté physique. La beauté physique elle ne compte pas. Non, elle ne compte pas. Comme disait ma mère un jour, il y avait une dame qui avait travaillé pour elle et qui appelait ma mère maman. Maman. La dame lui dit, mais à l'époque, quand même, maman était encore assez jeune, maman j'étais encore petit. Elle dit, mais vous êtes plus âgée que moi, vous m'appelez maman. Elle dit, maman, c'est pas vous qui appelez maman, c'est le pain que vous portez, c'est l'argent que vous me payez, c'est ça que j'appelle maman. La vie, c'est le moyen. Donc la vie, c'est le moyen. C'est exactement ça. La vie, c'est le moyen. Il ne faut pas en abuser. Vraiment, il y a aussi. Quand on a les moyens, quand Dieu vous fait la grâce, vous donne les moyens, il faut vivre dans la spiritualité. Il faut vivre comme tout le monde en mettant les autres à votre niveau. Et quand vous pensez, vous mettez de l'autre côté dans les nuages, vous considérez les autres comme des fourmis, finalement on déraille très vite. Absolument. Non, le fait est que lorsqu'on a atteint un tel niveau, on a souvent l'impression, c'est pas qu'une impression même, on se croit être dans une bulle aussi. Et donc, mais il y en a qui font l'exception. Oui, bien sûr, ils en ont au maximum. C'est-à-dire ils contrôlent même plus leur fortune. Bien sûr. Mais ils sont d'une simplicité, d'une humilité extraordinaire. Dans le même temps, il y en a, généralement, c'est des parvenus. Et voilà, Dieu leur a fait la grâce de leur donner ça. Mais c'est des gens qui considèrent leurs semblables comme des fourmis. Il y en a plein, après tout le monde, dans le monde entier. Mais ce n'est pas bon comme ça. Parce que la finalité, comme je me plais à le dire tous les jours, on la connaît. Et Dieu a créé ça. Si Dieu n'avait pas inventé ça, imaginez le monde dans lequel nous trouvons ce qui serait s'il n'y avait pas la mort. S'il n'y avait pas cette mort-là, c'est ça la finalité. Personne ne contrôle cette mort. Vous pouvez avoir des lingots d'or, vous pouvez dormir, construire l'immeuble avec tout l'or. La finalité, c'est 3 mètres carrés. Au moins. Et quand on pense à ça, ou 6 pieds sous terre. C'est aussi possible. C'était donc Matin d'Éden. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.